Allez, on va parler de la dépression, de l'anxiété ce matin. On verra s'il y a une différence entre les deux troubles, comment cela se manifeste. Et en invité, nous avons Monsieur Wilfried Zinsou Diongwenou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicien. Merci de répondre à notre invitation. Zakiat Latoudji, bonjour. Bonjour, Christian. Oui, vous êtes-il arrivé une fois de tomber dans la dépression, dans l'anxiété, Herman Anyamboussou? Et c'était quand la dernière fois? Toute personne bien portante est un malade qui s'ignore. Peut-être même que là où je suis dans un état dépressif, ou que je suis même anxieux. Et qui sait, stressé aussi. Parce que tout dépend de la définition, que le docteur va nous donner de l'anxiété, de la dépression, de chacun de ces symptômes. Voilà, les symptômes. Parce qu'on dit par exemple que le stress, c'est une réaction de l'organisme à une agression. Qui dans sa vie n'a pas cette réaction, cette réaction, un choc physique ou nerveux. Les définitions, et d'ailleurs c'est bien qu'il soit sur le plateau pour nous dire les éléments qui caractérisent ces différentes... Est-ce qu'on peut appeler ça pathologie? Est-ce que c'est des maladies? Je ne sais pas. Les troubles. Parce que est-ce que c'est des troubles passagers? Est-ce que ça peut durer dans le temps? Les causes à moyen terme, quelles sont les maladies que peut créer le stress également? Parce que oui, on est stressé, on ne le sait pas. Après on développe des maladies. Il est là pour nous en parler. Donc bienvenue à vous, M. Diongwenou. Merci. Je vous refais la question. Alors oui, effectivement, ça arrive à presque tout le monde, je crois, à des moments dépressifs, des moments d'anxiété ou encore des moments de stress. Il s'agit des affections qui sont mentales. Monsieur Diongwenou est là pour apporter les précisions, mais ces affections ne sont pas très connues de la population. Beaucoup de personnes en souffrent, mais n'ont pas conscience qu'ils traversent des moments d'anxiété. Ça touche à peu près dans le monde 350 millions de personnes au niveau de la population mondiale. Au Bénin, on n'a pas de statistiques au niveau national, mais probablement des statistiques hospitalières en fonction de ceux qui prennent conscience qu'ils traversent des moments comme ça et qui peuvent aller justement se faire prendre en charge, parce que les psychologues cliniciens, les psychiatres sont là pour une prise en charge. Et quand vous avez conscience que vous en souffrez, vous allez vers ces spécialistes-là. Ils prennent en charge et ils vous aident à sortir de cet état dépressif-là, à guérir de votre anxiété. Maintenant, est-ce qu'on arrive à en guérir complètement? Comment on peut faire pour éviter d'être face à de telles situations? Je pense qu'on aura toutes ces précisions au cours de notre échange avec M. Diongwenou. Voilà, on parle d'anxiété, on parle de dépression. Est-ce que c'est deux sentiments similaires qui se ressemblent, ou il y a une différence entre les deux? Merci bien. Effectivement, l'anxiété et la dépression, ce sont des troubles émotionnels qui existent effectivement au Bénin, parce que ça touche pratiquement toutes les couches, notamment les adultes, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes en situation de fin de vie, comme par exemple les personnes atteintes de cancer et qui sont dans les soins palliatifs par exemple. Donc effectivement ça existe. Et pour dire vrai, il y a une différence. La différence, c'est que dans la dépression, c'est un sentiment de mal-être qui provient de l'intérieur d'une personne, ou des situations qui peuvent les mettre dans des situations de détresse. Par contre, l'anxiété, c'est en lien avec des éléments extérieurs. C'est en lien avec des éléments extérieurs qui peuvent ou non arriver. Donc des situations de peur, des situations de stress, des situations d'angoisse, en lien avec des situations qui peuvent ou non arriver. Par exemple, quand vous prenez quelqu'un qui va à l'examen, et malgré tous les efforts qu'il a fait pour étudier, lorsqu'il se retrouve devant les feuilles, les copies, il y a une forme d'angoisse qui le traverse et qui fait que il a des palpitations, il tremble, mais au fil du temps, quand il commence pas à travailler, et qu'il reprend confiance en lui, il passe. C'est ça. Donc, c'est deux troubles qu'il ne faudra pas confondre, parce que les symptômes varient d'une personne à une autre, ou d'un trouble à un autre. Oui. Docteur, avec ces explications que vous nous apportez, ça provient d'où? Est-ce forcément le fait qu'on est face à une situation que l'on a peur, qu'on se dit qu'on est anxieux, par exemple?
Oui, effectivement, ça provient de situations. Je viens d'expliquer les situations. Oui, vous avez donné un d'examen. exemple. Je prends par exemple quelqu'un qui va faire un test de dépistage par rapport au VIH, par exemple. Dans l'attente du résultat, il est anxieux. Oui. D'accord? L'attente du résultat, parce que pour faire le test de dépistage, il y a quelque chose qu'on appelle le counseling qui se fait. Et dans le counseling, on évalue les risques que la personne a pris. Donc, à partir de ces risques, à l'attente du résultat, il se dit, bon, tiens, est-ce que je ne suis pas dans cette situation? Donc, il est angoissé, il a peur du résultat. Et l'annonce du résultat, s'il est positif, plonge dans une autre situation qui est la dépression. Parce que, voilà, il voit que tout a changé chez lui, il voit que son mode de vie va changer, et ça dépend de l'appréhension que ces personnes-là ont par rapport à cette maladie. Nous prenons les cas de chômage, par exemple, où le père ou la mère n'arrivent pas à vraiment prendre en charge leur famille, et des situations, des problèmes surviennent dans la famille où il se voit impuissant, il n'a pas de personnes, voilà, de débouchés qui pourraient les aider. Il se plonge dans une forme de dépression, et puis c'est difficile à gérer. Quand vous prenez les cas de la situation de Covid, par exemple, qui est récente, où des personnes ont perdu vraiment des êtres chers, ça les a plongés dans des moments de deuil pour lesquels ils n'ont pas encore accepté jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez des personnes qui sont mélancoliques, qui sont tout le temps tristes, qui font que chanter des chansons mélancoliques, qui ne sont pas heureux et tout ça. Ça les plonge dans des situations de dépression. Récemment, la fermeture des cliniques, par exemple, où il était décidé que les médecins choisissent soit le privé ou le public, ça a plongé beaucoup de personnes dans des situations de dépression où ils se sont vus fermer leur clinique alors que c'était des situations qui leur apportaient d'autres ressources, par exemple. Donc, ils se sont vus limités. Soit ils sont dans les cliniques, et dans les cliniques, ils n'ont plus de gombo, comme on le dit, au niveau des publics. Et quand ils sont dans les publics, certains médecins qui délogent certains patients en disant « venez dans ma clinique », et voilà, tout ça c'est fini. Donc, ils n'ont pas de... Donc, c'est des situations qu'ils traversent, et sans le savoir, ils développent des troubles. Voilà. De comportement. De comportement. Et on parle de dépression quand les symptômes que la personne a perdu plus de 2 semaines. Parce que c'est différent des situations, des réactions émotionnelles que nous avons face à une situation et que nous pouvons gérer tout de suite. Et en parlant de situation, réactions que nous pouvons avoir face à une situation, là on est dans l'anxiété. Parce qu'on a dit que c'est des situations extérieures qui viennent perturber un peu la tranquillité de la personne. Donc maintenant, quand c'est la dépression, comment on arrive vraiment à apprécier cet état dépressif? Surtout, vous parlez de du temps dans lequel ça survient ou ça persiste. Non, au contraire, quand les situations extérieures viennent perturber la tranquillité de la personne, il est dans la dépression. Parce que j'ai dit tout à l'heure que ça provient soit du passé de la personne ou des situations qui se présentent à lui. Voilà, qui se présentent à lui. Donc là, par contre, l'anxiété, c'est face à quelque chose qui doit arriver peut-être dans le futur. La personne a peur. La personne se crée des mécanismes. Il y a certaines situations d'anxiété, par exemple, où la personne se refait, il change de comportement, il s'adapte à une situation. Il y a des gens qui ont peur des cafards, par exemple. Il y a des gens qui ont peur des souris, il y a des gens qui ont peur des magouillards. Et du coup, quand ils voient les magouillards, déjà de loin, il se dit « Ah, le magouillard viendra vers moi ». Donc, il développe une forme d'anxiété et une forme de phobie. Et puis, c'est difficile pour lui de s'adapter. Ça, c'est l'anxiété. Voilà. Par contre, dans les situations d'examen aussi, la peur de composer et tout ça, comme j'avais dit, ils sont dans l'anxiété parce que c'est difficile à gérer. Il y a des tremblements, il y a des palpitations, la personne a peur. Il y a certaines personnes même qui ont des sensations, par exemple, de perte de connaissance. Ça, c'est l'anxiété. Alors, peur, angoisse pour l'anxiété. De l'autre côté, nous avons le sentiment qu'on est en train de dépérir. Il y a suivi donc de tristesse par moment. Alors, l'individu qui souffre de tout ça, qui a tendance à voir du noir un peu partout, n'a-t-il pas tendance à se dévaloriser, c'est-à-dire à perdre confiance en lui-même? Oui, effectivement, ça fait partie des signes de la dépression. La perte de l'estime de soi, la perte de confiance en soi.
Des personnes qui sont déprimées, par exemple, oui, ça en fait partie. Il y a des humeurs dépressives, par exemple, où ils se sentent toujours énervés. Oui. Ils se sentent incapables de réaliser les activités quotidiennes. Ils n'arrivent pas vraiment à gérer son quotidien en famille, des humeurs avec les amis. Il s'énerve tout le temps, il n'est pas tranquille. C'est des troubles dépressifs. Il y a des personnes qui ont des troubles de sommeil. Des personnes dépressives qui, par exemple, soit ont des sommeils excessifs parce qu'ils ne veulent plus se réveiller, ils ne veulent pas se réveiller pour subir encore la même chose, soit ils ont besoin d'aller dormir pour vraiment fuir la situation qui se présente à elles. Il y a des personnes qui ont des troubles de l'alimentation, par exemple, où ils sont tout le temps en train de manger. Ah bon? Ou ils ont la perte de l'appétit. Oui, il y a Voilà, certaines personnes dans certains cas, on n'a pas d'appétit. Voilà, il y a Mais certaines pourquoi? personnes qui, vraiment, quand ils dépriment, ils ne font que grignoter. Donc Oui. ça varie Et vous d'une voilà, personne ça- à l'autre. voilà, ça On n'a varie pas d'une les personne à mêmes l'autre. réactions face à ces situations. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut être vraiment à l'origine des états dépressifs en général dans notre société? Ou alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont prédisposés à ça? Des gens qui sont prédisposés, oui, il y a des personnes qui ont traversé vraiment des situations. Des personnes qui étaient dépressives, par exemple, et qui en sont guéries, peuvent faire une récidive. Parce que si, par exemple, quelqu'un qui a une faible estime de soi se retrouve dans une situation où elle n'a pas vraiment la possibilité d'affronter la situation, elle peut déprimer. Elle peut déprimer. Les cas de stigmatisation des personnes vulnérables, par exemple, c'est des situations, par exemple, quelqu'un qui apprend qu'il a le VIH et qui va informer son partenaire ou sa partenaire, qu'il abandonne après cette situation, après ce partage de statut, ça fait que certaines personnes ne veulent même pas aller informer leur partenaire. Ils préfèrent garder Ils ça préfèrent secret garder pour parce eux. qu'ils sont anxieux, ils ont peur du rejet, ils ont peur de l'abandon et tout ça. Il y a des personnes aujourd'hui, des communautés LGBTQ, entendez, lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, QI, intersexe et tout ça, qui sont aussi victimes de stigmatisation et par peur de se faire agresser, par peur de se faire réprimander par la population, par peur de se faire dilapider, n'ont pas accès aux services de soins. Donc ils se cachent pour agir, ils se cachent pour faire ce qu'ils doivent faire. Et là, quand on rentre dans le cadre du VIH, on ne contribue pas, on contribue plutôt à la propagation du VIH parce que notez bien que chez les personnes homosexuelles, le taux de VIH, par exemple, est de 7,7%. Chez les personnes transgenres, le taux est arrivé à 22%. Tout ça parce qu'ils ont peur de se faire stigmatiser. Ils ont peur d'aller dans les services de santé parce que dans les services de santé, même, ils sont stigmatisés et tout ça. Il y a des situations de violence basées sur les gens, les violences conjugales, où le père alcoolique, par exemple, il prend sa boisson, il revient à la maison, il bat toujours sa femme. À la vue du père, déjà à une distance raisonnable, la femme, elle rentre dans un état d'anxiété. Voilà, elle panique, elle rentre dans un état d'anxiété. Et souvent, il y a des choses qui lui traversent la tête, par exemple. Ici, vous allez entendre, par exemple, dans des situations où des femmes ont versé de l'eau chaude, par exemple, sur leur mari. Des femmes ont poignardé leur mari et tout ça. Il y a des personnes, par exemple, privées de liberté, qui sont en attente de jugement. Et depuis, ils sont en prison, on les a mis en détention, par exemple. Ils ont fait 2 ans et depuis, on ne les appelle pas. Mais au moment où on dit, bon, ils vont aller en audience, voilà, ça crée une forme d'anxiété. Et après la sentence, s'ils sont déclarés coupables et qu'ils ont des peines assez lourdes, ils rentrent dans une forme de dépression. Donc, en fait, la dépression rentre comme une conséquence d'une situation d'anxiété et qui devient négative pour certaines personnes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, au Bénin, il y a des gens qui viennent vous consulter pour ces genres de problèmes? Oui, il y a des personnes qu'on reçoit, par exemple, chez les femmes enceintes. Il y a des femmes enceintes qui sont souvent à leur première grossesse, par exemple, et qui, à partir de 7-8 mois, commencent par s'inquiéter. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je serai une bonne mère? Est-ce que ou bien elles s'attendent, par exemple, à avoir un enfant garçon, et du coup, vers la fin de la grossesse, elles vont faire l'échographie et puis elles voient une fille. Donc, elles rentrent dans une forme de réaction émotionnelle qui ne leur permettent pas de s'occuper de cet enfant. Et à la fin, souvent, pour certaines femmes, il y a d'autres qui développent des dépressions du postpartum, c'est-à-dire arriver à l'accouchement, elles refusent de donner à téter à l'enfant, elles refusent de faire beaucoup de choses. Il y a des femmes aussi qui sont victimes de viol
Et à l'issue de ce viol, par exemple, elle tombe enceinte. Et dans leur culture, dans leur coutume, on dit voilà, il ne faut pas avorter. Et donc, elle garde cette grossesse et à l'accouchement, elle se sent délivrée. Il y a certaines personnes aussi qui, par rapport à des situations, renvoient vers la sorcellerie, l'envoûtement et tout ça. Donc, en fonction de leur système de croyance, ils vont se réfugier, soit dans leur divinité. Pour certains qui sont dans le vaudou, vont faire les consultations, mais ils n'ont pas de réponse à leur situation. Pour certains qui sont chrétiens, vont voir les pasteurs, les prêtres, lisent les chapelets et tout ça. Mais quand il n'y a pas de situation vraiment concrète, on leur parle du psychologue et puis quand ils viennent, on essaie de voir avec eux les situations qui ont causé, par exemple, ça. Donc, il y a beaucoup de Béninois qui en souffrent et qui ignorent vraiment que c'est ça. Donc, il y a des signes qui prévalent, par exemple, et qui doivent savoir que, voilà, à partir de ces signes, je suis soit dans l'anxiété, je suis soit dans la dépression. Et parlant de ces signes, comme nous avions dit, nous avons parlé d'humeur dépressive, nous avons parlé de fatigue récurrente. La personne se sent vraiment fatiguée, elle est incapable de faire les activités quotidiennes qu'elle fait, elle est mélancolique. Il y a, on avait dit des troubles de sommeil, la personne se voit au ralenti, ou certaines personnes sont agitées. Elles n'ont pas pardon, leur comportement habituel et quotidien. Vous avez dit aussi qu'il y a le manque ou le plus d'appétit. Voilà, aussi, le plus d'appétit. Maintenant, quant à l'anxiété, il y a les situations de palpitation, comme je le dis, les tremblements, les lourdeurs, la peur, le stress au quotidien. Et ces personnes n'arrivent pas vraiment à s'adapter aux situations. Et donc, elles projettent le mal. Elles se disent, est-ce que demain, ça va bien se passer? Voilà. Mais comment vous faites pour prendre en charge ces personnes-là qui vont vers vous? Vous arrivez vraiment à les aider à sortir de ces situations d'anxiété, de dépression? Oui. Pour certains, on les envoie d'abord vers les médecins. Il y a certains qui vont vers les médecins, qui prennent des antidépresseurs, qui prennent des médicaments. Mais les médicaments seuls ne suffisent pas. Quand ils viennent vers nous, psychologues, il y a des thérapies que nous faisons. Il y a pour certains les thérapies comportementales où on permet à la personne de se réadapter face à la situation. On lui permet de trouver des mécanismes pour surpasser, pour surmonter le trouble qui se présente à lui. Il y a des thérapies de groupe où certaines personnes qui ont du mal à s'adapter, nous réunissons d'autres personnes qui ont déjà réussi, par exemple, et on les met dans des thérapies de groupe où, avec le partage d'expérience, ils arrivent à tirer profit de ce qu'ils font. Il y a aussi des thérapies ou des ateliers d'expression, par exemple, que nous faisons. Donc, il y a vraiment des thérapies que nous mettons en place pour vraiment les prendre en charge. Et ils s'en sortent. Oui, en définissant l'anxiété et la dépression, M. Diabonou nous a dit que ce sont des affections mentales qui touchent pratiquement toutes les couches de la société. Ça veut dire que aussi bien personnes âgées, enfants, que personnes déjà en cycle de fin de vie, vous avez dit. Alors, comment le père parvient-il à constater chez son enfant qu'il est en train de développer un état dépressif ou que son enfant est anxieux ou que la maman le fait comme ça? Comment établir l'anxiété chez son enfant ou l'état dépressif chez son enfant? Ok. Vous voyez, il y a certains enfants qui ont des attitudes propres à eux. D'accord? Et le parent voit que vraiment l'enfant n'a pas le comportement qu'il a d'habitude. Soit c'est un enfant qui est gai, c'est un enfant qui est agité, soit c'est un enfant qui est... Et par la suite, on voit cet enfant-là qui entre dans une tristesse, qui ne s'occupe plus de rien, qui évite tout le monde, qui va se cacher, qui, par exemple, parfois se met dans les armoires et qui a un mauvais rendement scolaire. Donc, du coup, ça peut interpeller les parents. Et bon, certains parents croient que souvent ces enfants-là ont des mauvaises fréquentations et que c'est par rapport à ces mauvaises fréquentations que les enfants commencent pas à faire choses. Il y a des adolescents, par exemple, qui commencent pas à fumer ou qui commencent pas à s'adonner à l'alcool parce que des situations difficiles ne leur permettent pas de s'en sortir. Du coup, les amis leur disent, si tu prends la cigarette, c'est du stress. Si tu prends la boisson, tu oublies tes soucis alors que c'est pas évident. Donc, les enfants qui ont des comportements propres à eux et que les parents reconnaissent et qui changent de comportement, ça interpelle. Il y a certains enfants aussi qui
comme j'ai dit, qui ont toujours faim, et qui ne font que grignoter. Et ça doit interpeller aussi les parents. Mais Donc, s'ils voilà. n'avaient pas l'habitude de le faire, voilà. enfin, on peut avoir un enfant qui est un feu devient gourmet, glouton, qui hein. mange tout le temps. Est-ce que dans ce cas de figure, il faut s'inquiéter? Ou alors c'est parce que l'enfant avait une bonne habitude alimentaire Voilà. et qu'à un moment, on constate qu'il y a une petit appétit, changement. voilà, son appétit change un Son peu. appétit change et puis Ouais, son qu'il comportement mange un change. peu trop Oui. ou alors qu'il mange plus du Oui, tout, oui. il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter. Donc, et c'est pas voilà. forcément le palu, un début de palu, comme on le dit souvent quand on voit un changement de comportement Oui, chez les enfants. il a le palu et Oui. puis bon, vous le traitez, ça ne cesse Ça ne pas, cesse pas, oui. ça perdure, Ouais. ça persiste. Ah, Et j'ai dit c'est- tout à l'heure que quand ces symptômes persistent plus de 2 semaines, ça devient inquiétant et ça rentre dans la dépression. C'est ça. La précision de semaine, c'est sur ça que je voulais rebondir, parce que quand on définit l'anxiété comme étant le trouble psychique causé par la crainte d'un danger, inquiétude et peur intense face aux situations quotidiennes. Donc ça veut dire que je peux être anxieux aujourd'hui, si demain ça passe, c'est que je me porte bien. Et c'est comme je dis, l'anxiété est différente de la peur Oui. que nous avons face à une situation. Quand ça devient chronique, c'est là que ça Quand devient cette peur handicapant. devient chronique. Ouais, vous avez une peur, une angoisse, c'est passager, ce n'est pas encore de l'anxiété. Parce qu'il y a des situations qui sont normales et des situations d'anxiété qui sont normales et qui permettent à la personne de se réadapter. Mais quand ça devient chronique, quand ça perdure dans le temps et la personne ne trouve pas une solution, c'est là qu'on parle vraiment de trouble émotionnel. Est-ce qu'il vous arrive dans vos consultations de demander par exemple à un partenaire ou à une partenaire d'aider l'autre partie à pouvoir se tirer d'affaire, pouvoir sortir de son état anxiogène ou de son état dépressif? Oui, c'est le cas aussi de thérapies que nous mettons en place, les thérapies familiales, les thérapies avec la société, où on intègre, on permet aux gens de réintégrer, on appelle la famille à ce que la famille puisse aider. Vous voyez une femme qui perd son mari, qui vraiment avait tout son espoir sur lui, c'était le C'était tout modèle, pour elle, quoi. c'était tout pour elle, et puis bon, elle se retrouve dans ce deuil qu'elle n'accepte pas. Et elle vient en situation de consultation. Et quand on évalue, on voit que voilà, la solitude peut l'amener au suicide. Donc on implique la famille. On dit à la famille, par exemple, de l'assister. On lui demande, par exemple, de se faire assister de bonnes personnes, de sortir, de changer de pratique, de pratique quotidienne, par exemple. Elle peut faire le sport si elle ne le faisait pas. Mais on essaie d'associer des personnes avec elle, que la personne puisse s'en sortir. Cette thérapie familiale, est-ce qu'il vous arrive par exemple pour une femme qui vient de sortir d'un divorce, est-ce qu'il vous arrive d'appeler le mari divorcé déjà parti pour lui dire écoute, aide madame à sortir de cet état dépressif là? Est-ce qu'il nous arrive, je pose la question au psychologue clinicien, puisque le mari était tout pour elle, Ouais. elle n'a pas accepté le divorce. Oui. Mais c'est fait que le mari a tenu à ce qu'il y ait ce divorce-là, et donc voilà. Ou alors il y a des éléments qui sont venus. Quand il dit divorce, c'est pas forcément aller chez le juge, non. Il y a des divorces que la femme a du mal à consommer. Est-ce que ça peut la pousser dans un état dépressif? Est-ce qu'il vous arrive alors dans ce cas d'appeler le mari qui est parti, dire attention, Ménaro, s'il te plaît, aide madame à sortir de cet état dépressif-là? Non, c'est pas évident. Pour des femmes qui, quand ça arrive au divorce et que ça va en justice, il y a des femmes qu'on accompagne, il y a des couples qu'on accompagne pour accepter le divorce. D'accord? Pour s'adapter à la situation après divorce. Pour le cas d'exemple que vous donnez, nous n'allons pas appeler le mari qui est parti, mais nous allons permettre à la femme de s'adapter à cette séparation, parce que c'est une forme de castration. Vous prenez un enfant qui tète et qu'on veut sévrer, vous voyez un peu comment ça se passe. Il y a des mécanismes qu'on met en place. Certaines femmes mettent de la nivaquine, elles mettent beaucoup de choses. Tout à fait. Donc il y a des Les étapes. voilà, il y a des étapes. Et donc nous, avec cette femme par exemple, on évalue si elle peut s'adapter ou non. Et si elle ne peut pas s'adapter, il y a des thérapies comportementales. Vous lui trouvez un autre mari, voilà. c'est ça? Non, on ne lui trouve pas de mari, mais on lui permet de s'adapter à cette situation cette de nouvelle divorce. situation. Ce n'est pas une thérapie qui se fait en un jour, en 2 jours, en une semaine, non. C'est c'est progressif et en fonction de l'adaptation de la personne, voilà. Donc on n'appelle pas le mari. Même thérapie pour le mari aussi qui est dépressif, parce que ça va partir. Alors, est-ce s'il que c'est vient pas en plus facile pour consultation, vous d'appeler les deux, de leur dire vraiment, monsieur, aidez votre femme à sortir, votre ex-femme à sortir, ou madame, aidez votre ex-monsieur
à sortir de cet Mais état-là. c'est parce Bon, qu'à pour un le moment, moment, moi, ça j'ai ne pas encore passait eu- plus. Mais j'ai c'est pas aussi encore parce eu qu'à à- un moment, ça ne à faire passait ça. plus bien entre eux Voilà. qu'ils en sont arrivés En fait, dans à la un divorce. consultation, nous essayons de voir les causes de ces divorces. Nous essayons de voir un peu qu'est-ce qui a provoqué et est-ce que réellement ils ont envie de divorcer ou bien c'est une situation, par exemple, qui a poussé à ça. Et donc, si dans l'analyse ou bien dans les interrogations que nous faisons, nous voyons que vraiment c'est des personnes qui ont besoin de se séparer pour un moment, voilà, on les accompagne à ça. Maintenant, si c'est un divorce vraiment où le mari est vraiment parti et autres, on ne va pas appeler. Moi, je n'ai pas encore appelé le mari, par exemple. On dit, viens aider. Il y a des contributions. On appelle l'oncle, par exemple. On appelle les enfants, si les enfants sont grands, à ce qu'ils puissent jouer aider leur l'intermédiation. moment, Voilà, il y a un sociologue, toujours fidèle à cette émission, Dr Kalis Wade, qui dit que les gens ne vivent dans un isolat social et sans aucune activité sportive. Ça peut donc les aider parfois. Il faut aussi que des groupes pour une nouvelle formation sociale dans une vision de sociabilité, a-t-il dit. Alors, quelles sont les approches de solutions que vous avez au-delà de ces médicaments que les médecins prescrivent aux gens qui sont anxieux, dans la dépression, c'est-à-dire les antidépressifs. Et vous, le travail que vous faisiez, que vous faites plutôt, dites-nous, est-ce qu'il y a d'autres solutions qu'il faut adopter pour cette personne-là qui vit cette situation, mais qui n'a pas envie de consulter, qui n'a pas envie d'aller voir un médecin ou un psychologue clinicien? Oui, pour ceux qui refusent de consulter, nous leur disons d'avoir de bonnes habitudes alimentaires, d'avoir de bonnes habitudes quotidiennes, d'éviter au maximum des situations qui peuvent les conduire dans un état de stress ou de dépression, de faire le sport comme le sociologue vient le dire, des activités sportives qui permettent aussi, parce que de beaucoup communiquer et de dialoguer. Parce qu'au sein du couple, il arrive même que la dépression entraîne les pertes de libido. Et certaines femmes disent, voilà, mon mari, c'est sûr qu'il va voir ailleurs. Et on ne comprend pas en fait que c'est une situation de déprime. La femme aussi qui dit, voilà, j'ai pas envie aujourd'hui, je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me refaire et tout ça. Et l'homme, donc, c'est de communiquer dans le couple, par exemple, pour faire comprendre les situations qu'on traverse. Et là, ça permet aux uns, aux autres, de mieux se comprendre et, si besoin, d'aller se faire consulter pour pouvoir guérir de sa maladie. Ça voudrait donc dire que même entre parents et enfants aussi, il faut beaucoup communiquer. Il faut que l'enfant puisse dire à son père ou à sa mère ce qu'il ressent ou quel souci il a, et que le parent puisse poser des questions aussi, vice-versa. Oui, surtout le dialogue parent-enfant, c'est très important, le dialogue parent-enfant, parce que surtout les adolescents qui, dans leur crise adolescentaire, ont tendance à s'opposer aux parents. Il faut vraiment dialoguer avec l'enfant pour que s'il y a des situations, au lieu d'aller voir des amis qui vont lui donner de mauvais conseils, c'est plutôt de se confier aux parents, et afin que le parent puisse diagnostiquer très vite ce qu'il y a et, si besoin, comme je l'ai dit, proposer des consultations. Oui, M. Djobino, vous êtes psychologue clinicien. C'est vrai que quand on était en phase seconde ou terminale, quand la philosophie intervient, on se dit ça là, ça fait affaire au cerveau, c'est assez compliqué. Oui. Je dis ça juste pour rappeler, est-ce que c'est facile de se faire consulter par un psychologue, le coût et tout, parce qu'il y en a peut-être qui, parce que se disant que c'est un domaine assez compliqué, on ne veut pas y aller parce qu'on se dit, bon, arriver là-bas, c'est déjà la porte vers Jaco. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, beaucoup de gens confondent le psychologue et le psychiatre. Le psychiatre, voilà, c'est les troubles mentaux, c'est ce qui correspond à Jaco. Lui prescrit. Oui, quand ça vous dépasse, ça va chez le psychiatre. Non, c'est quand ça dépasse le psychiatre plutôt que ça vient vers vous. Parce que nous, on ne prescrit pas de médicaments. Nous, on cherche le fond du problème. D'accord. Et à partir du fond du problème, on essaie d'aider la personne à trouver la solution. Ce n'est pas nous qui trouvons la solution pour la personne. Mais dans quel cas, peut-être juste pour nous permettre de bien comprendre, dans quel cas on va vers le psychiatre, dans quel cas on va vers le psychologue? Il y a des affections psychiatriques, par exemple, où, par exemple, la personne a des problèmes d'hallucination et tout ça. Les troubles mentaux, troubles de comportement. Voilà. Donc, à des moments donnés, on envoie vers le psychiatre qui met des médicaments et nous, on continue la thérapie. Ce n'est pas qu'on va vers le psychiatre et qu'on laisse tomber. Maintenant, beaucoup de personnes se disent, voilà, le psychologue, c'est ma vie personnelle, est-ce que je vais pouvoir... Non, on les rassure. Le psychologue, c'est comme le tombeau. Il y a la confidentialité,
tout ce qui est dit, c'est dit entre le psychologue et son patient. Ça ne sort pas. Même si je vous connais, je ne vais pas aller voir votre femme, par exemple, pour dire à votre femme que j'ai consulté votre mari par rapport à telle ou telle situation. Il y a le secret professionnel. Le secret professionnel. Et le psychologue, c'est quelqu'un qui vraiment, par l'empathie, aide le patient vraiment à trouver la solution à son problème. Est-ce que vous avez des conseils, par exemple, je prends un cas banal, vous êtes le tombeau, la femme a commis l'adultère. Mais nous sommes sur un plateau. Nous sommes sur un plateau de télévision. La femme a commis l'adultère. Ce n'est pas le tombeau. Bon, en fait, oui, la femme a commis l'adultère et psychologiquement, elle est dérangée. Et elle veut bien vous en parler. Que faites-vous? Oui, vous êtes le tombeau. Vous ne direz rien à son mari. Alors que ça continue dans son... Ça se passera comment? Ça se passe comment ce genre de consultation? Un peu comme la femme qui a commis l'adultère, le monsieur aussi qui a fait des infidélités, il va voir le psychologue, c'est pareil. Hein? C'est pas mon rôle d'aller informer le ou la partenaire de l'autre, mais c'est plutôt, ce n'est pas forcément des thérapies que nous faisons, il y a des conseils, il y a des soutiens que nous faisons, il y a des orientations que nous faisons. Et est-ce que cet adultère-là, c'était utile? Est-ce que cet adultère-là te rend malade? Est-ce que ça te permet de vivre bien? Si c'est un handicap pour toi, on t'aide à cesser. Mais ce n'est pas notre rôle d'aller dire au mari ou à la femme que ton mari a commis tel ou tel. Mais nous accompagnons à ce que ça se passe bien. Et par moment, si la personne a besoin de parler à son mari, on l'oriente. Votre boulot est difficile, hein, monsieur. Les choses à éviter, c'est-à-dire les conseils. Les choses à éviter. J'allais dire exactement la même chose, les conseils. Parce que oui. tous autant que nous sommes, finalement, nous sommes exposés. Oui, effectivement, tous autant que nous sommes exposés. Et si nous constatons des signes de dépression, le premier réflexe, c'est d'aller consulter. D'abord, le médecin. Et certains médecins sont aguerris et connaissent aussi les b.a.-ba. Donc, ces médecins peuvent orienter vers les psychologues. Et s'ils trouvent qu'ils ne peuvent pas aller chez les médecins, ils peuvent s'orienter vers les psychologues. Aujourd'hui, la prise en charge psychologique est réelle. Avant, on n'était pas nombreux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de psychologues qui traitent ces troubles, la dépression, l'anxiété et autres. Donc, si les personnes constatent des signes, demandez de l'aide. Ça ne sert à rien de se cacher parce que quand on se cache, plus le trouble évolue, plus on est en train au suicide. Voilà, donc demandez de l'aide, venez en consultation et puis vous aurez la satisfaction. La guérison est toujours garantie. La guérison est garantie, toujours. Oui, toujours. Oui. Parce qu'après la consultation, il y a un suivi qui se fait. Et quand le suivi est fait jusqu'à ce qu'on voit que le patient il est stable, c'est ça. Voilà, on le laisse. Et quand il arrive que le patient ne soit pas stable, l'envoyez où? Chez le psychiatre? Non, la stabilité dépend de l'affection. Ah, d'accord. Si la stabilité a besoin qu'il aille chez le psychiatre, on envoie en psychiatrie et puis ça continue. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, Wilfried Zinsou Djogbenou. Vous êtes psychologue clinicien. Vous étiez donc sur ce plateau pour nous parler de l'anxiété, de la dépression. Merci à vous, Zakiat Latouji, Herman Anyamboussou. Merci beaucoup. On va dire également merci à monsieur Christophe Sossavi pour son intérêt pour le sujet. Il nous a écrit depuis Ilakondji.